Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau double quart d'heure éco, toujours avec Gilles Raveau. Salut Gilles, toujours maître de conf, Bah oui, Paris 8, ils m'ont Saint-Denis. gardé pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. C'est vraiment surprenant. Oui. Toujours à la maison de l'Île-de-France, de la fameuse cité International, universitaire de Paris. Et donc, merci à la maison de l'Île-de-France de nous accueillir. La maison de l'Île-de-France qui va accueillir le 11 juin une conférence participative sur la recherche en santé publique. Venez, c'est important la santé. Venez et participez. Ça, c'est un message. Bah oui. 19h à 21h, donc le 11 juin. Dans l'actu de cette semaine, deux sujets, la fast fashion et cette proposition de loi examinée par le Sénat pour freiner l'essor de la mode ultra éphémère, avec dans le viseur les 600 millions de colis de vêtements expédiés par Chine et ses alter ego. Alors, faut-il réglementer? Est-ce que cela peut avoir un impact? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle aussi pour le pouvoir d'achat des consommateurs français qui plébiscitent ce type de plateforme? Tout à fait. On va voir tout ça avec Maître Gilles. L'autre actu, c'est tout aussi coriace, la BCE. On met là une bonne nouvelle. Ah, la Banque Bonne Centrale nouvelle Européenne. pour le pouvoir d'achat. Voilà. Alors, la Banque Centrale Européenne qui a décidé d'abaisser son taux directeur d'un quart de point à 2%. Là, enfin, comme ça, dit comme ça. Personne ne comprend. Merci. Mais pourquoi ce sujet, a priori, abscon nous intéresse-t-il? c'est ça. Restez avec nous. Docteur Gilles nous dira tout. Non, vraiment. Non, mais et cette semaine, bien sûr, le courrier du cœur et les conseils investissement de Warren Buffett, alias Gilles Raveau. Tout à fait. Gilles Raveau du Morbihan. Et une petite information insolite aussi. C'est vrai ça. Mais oui. Mais quel art de ça. teaser. Exactement. Le teaser. On commence tout de suite. Les faits. Le premier sujet. Les sénateurs ont examiné lundi 2 juin la proposition de loi visant à enrayer l'emballement de la fast fashion. Ouais. Cette loi prévoit de taxer les colis qui transportent chaque année des vêtements à bas prix vendus par des plateformes comme Shein ou Temu. Première question, faut-il réguler cette activité ou pas, comme l'envisagent donc les parlementaires? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que manifestement, et de façon un petit peu étrange, c'est une question très importante pour nos élus, puisqu'il y a eu un premier vote sur ce sujet il y a 1 an, à l'Assemblée nationale, à l'unanimité. C'est-à-dire que toute la représentation nationale s'est dit, il y a un problème, il faut agir contre. Maintenant, ça a mis du temps, c'est passé au Sénat, vote aussi au Sénat sur une proposition proche, mais pas identique, je précise rapidement, ce qui veut dire qu'il va y avoir une commission mixte paritaire pour arriver au texte final. Et pourquoi est-ce que j'en parle? C'est que là, on est vraiment sur un sujet où la seule chose qui va compter, ça va être les détails, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va appeler justement de la mode éphémère ou ultra-éphémère. En fait, qui va être visé, qui va être pénalisé par la nouvelle réglementation lorsqu'elle existera, puisque, donc pour être clair, rien n'a été décidé, rien ne va changer dans les jours qui viennent dans la réalité pour les Français. Donc plusieurs choses. D'abord, tu vas parler d'un problème. Ouais, c'est ça. D'un problème ou de plusieurs problèmes que pose cette fast fashion? Il y a plusieurs problèmes. Le truc évident, le ministre de l'économie en a déjà parlé, c'est ces fameux dizaines d'avions Airbus qui partent de Chine chaque jour. Attends, l'ONG Cargo Fact Consulting, selon cette ONG, Chine expédie près de 5000 tonnes de produits par jour sur l'équivalent de 50 Boeing. Alors, voilà, c'est ça. Cette ONG. J'ai une autre statistique aussi folle. Dans les colis distribués par la Poste en France chaque jour, un colis sur 4, c'est Shein et Temu, à eux deux seuls. Donc ça pose ça c'est un constat. Maintenant, ça en fait pas un problème. Bah, pourquoi c'est un problème? Alors, parce que quand même, les avions, ça consomme énormément d'énergie. Ouais. En plus, c'est de l'énergie très polluante. Le kérosène qui est dans les avions, c'est pire que la petite essence dans nos voitures. Donc là, il y a une pollution évidente. Et puis, il y a l'idée que, évidemment, ça va nuire. Ça nuit, on en a déjà parlé, à tous ces commerces. Il y a une succession c'est un problème de commerces plutôt social. Physiques, social. Deuxième point social, dans l'habillement, avec la chaîne Jennifer là, qui est en très grande difficulté, avec quand même 1 millier d'emplois concernés, Naf, Camailleux, Pinky. Enfin, on sait que dans les commerces de mode pas cher, il y a maintenant eu des suppressions de milliers d'emplois, si ce n'est de dizaines de milliers, ces dernières années. Donc ça pose un problème environnemental. Tu as parlé de la pollution des avions, mais tu n'as pas parlé du recycle, des vêtements qui sont utilisés. Entièrement raison. Visiblement, les stats là aussi varient, mais c'est moins de dizaines de fois. Mais ça, c'est important aussi à savoir, effectivement, c'est qu'on a énormément de mal à recycler les habits. Donc quand, comme je le fais aussi, quand on laisse nos habits dans les bornes de recyclage, en fait, il faut savoir que les seuls vraiment habits qui sont recyclés, c'est les habits chers, c'est-à-dire qu'un pull en laine, 100% laine, il est parfaitement recyclé. Okay. Mais les t-shirts à 5 ou même les polos comme
bon, toi évidemment tu es bien habillé, mais comme moi j'achète, en fait, Full cachemire. voilà, en full cachemire, on n'arrive pas à les recycler, le genre de trucs que moi j'achète, parce que c'est un mélange de fibres, c'est des fibres de mauvaise qualité, c'est trop compliqué, trop cher. Donc ça, c'est très important, tu as tout à fait raison, c'est que ces déchets, c'est des tonnes, et c'est transporté par camion, c'est incinéré, donc tout ça, c'est un désastre écologique. C'est un non-sens. Voilà. OK, problème économique, ça, en fait, problème c'est- voilà, environnemental, c'est un problème non-sens. social. Donc, tu as abordé les détails de cette proposition de loi, certes, mais pourquoi maintenant? Enfin, on a l'impression que c'est tellement tard, ça vient tellement tard. On a l'impression de découvrir le problème. Ça me paraît dingue. Alors, là, c'est dommage parce que c'est l'argument que je voulais développer, mais que tu as développé mieux que moi. C'est qu'effectivement, c'est l'absurdité du monde actuel. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vraiment la réflexion très profonde. Je pense que c'est le point le plus important sur ce sujet. C'est que on a décidé inconsciemment, collectivement, de mettre en place cette organisation de la société qui n'en est pas une, qui est absurde, qui est le libre marché. C'est-à-dire, on a déjà parlé aussi ici, eh bien, tout le monde, en gros, surtout à l'échelle planétaire, a le droit de vendre à peu près n'importe quoi, fait dans n'importe quelle condition, du moment, en gros, que ce n'est pas de la cocaïne ou des kalachnikovs. Et encore. Et encore. D'accord. Et donc, on laisse ces trucs-là circuler, premier point. On les laisse rentrer sur le territoire européen, puisque politique de libre-échange. Et ensuite, comme tu dis, une fois que le truc a pris de l'ampleur et qu'on se dit mais c'est une catastrophe environnementale, on essaye d'écoper en remettant des taxes. Donc c'est évidemment ça l'erreur. Par contre, tu as dit c'est un problème social, et c'est vrai, mais c'est aussi une solution sociale. Et c'est là le nœud du problème, si j'ose dire. Le nœud ou le piège? Le nœud, parce que comme c'est du textile. Ouais. C'est mieux Oh le là, nœud. oh mon Dieu. C'est mieux le nœud, mais c'est ça. Vous aurez compris. C'est que s'il y a autant de demandes, c'est parce que ce sont des habits très peu chers et que donc ça correspond à la faiblesse du pouvoir d'achat de tout un tas de gens en France et en Europe. C'est pour ça que je parle d'un piège. Voilà. Mais on va y revenir parce que C'est c'est ça. vraiment important sur le plan strictement de l'approche entre guillemets idéologique. Ouais. Moi, je veux revenir, pardon, hein, mais sur l'efficacité de cette régulation. Donc, dans le détail, qu'est-ce que prévoit? On avait parlé d'une taxe de 5 à plus. Alors, comme j'ai déjà dit, le premier point, la difficulté, c'est les critères. Hein, puisque, donc on va y revenir après, mais donc l'idée, ça serait de dire, parce que tu ne peux pas, c'est compliqué. En France, la liberté du commerce est très protégée. Le fait que la concurrence soit équitable est très protégé. Ça a une valeur constitutionnelle en France. Et donc, tu ne peux pas, en tout cas dans un état de droit en France, tu ne peux pas interdire Chine. Tu ne peux pas faire une loi anti-Chine. Et donc, tu es obligé de faire semblant de faire une loi générale avec des critères généraux. Sinon, ça n'est pas constitutionnel. C'est le principe de la loi. La loi ne doit jamais viser quelqu'un en particulier. Elle doit être générale. Et donc, ils vont essayer, et ça va être compliqué, de retenir des critères. Donc, ces critères, qu'est-ce que ça serait? Ça serait le nombre d'articles en ligne, qui est très très important chez Chine, et plus de 7000 références. Voilà, plus de 7000 références, et leur fréquent renouvellement. D'accord. Voilà. Et donc, justement, là, il y a un petit débat, on peut en parler rapidement, c'est que dans le projet qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, justement, les critères étaient plus bas, et donc ça visait aussi des chaînes de distribution comme Kiabi, qui ont aussi beaucoup de références, et qui aussi les renouvellent fréquemment. Donc l'idée, c'est d'augmenter le seuil dans les textes qui, encore une fois, n'ont pas encore été votés, pour que ça ne frappe, comme par hasard, que les méchants chinois. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ensuite, effectivement, c'est la proposition aussi du ministre de l'économie, c'est l'idée de frapper avec le porte-monnaie, là, c'est la puissance de la taxe. Et donc là, il faut dire, il y a plusieurs taxes. Enfin, les taxes ont plusieurs buts. Il y a des taxes, c'est le cas aussi des écotaxes, qui ont pour le but de décourager un comportement. Et donc là, l'idée, c'est de dire, la première raison pour laquelle des gens achètent chez Chine, c'est que c'est pas cher. Et donc, on va rendre ça plus cher, et donc les gens vont moins en acheter. Et donc, le but sera atteint. Le but de la taxe, c'est pas de gagner, de faire de l'argent pour l'État, c'est de décourager un comportement, comme par exemple quand on taxe les paquets de cigarettes. Ok, Gilles. Mais est-ce que ça a une chance de marcher? C'est sûr. Ça va marcher. C'est sûr. D'accord. Même une petite taxe, puisque effectivement. Donc ça pourrait détourner, décourager les consommateurs que nous sommes de l'achat de ces produits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, j'aime beaucoup ce terme, et en plus, là, ça rentre dans le sujet, l'élasticité, n'est-ce pas? Après le nœud. Donc ça n'a rien à voir avec le textile. Ça n'a rien à voir avec le textile. Donc l'élasticité, c'est quoi? C'est ce truc magique qu'aimeraient connaître tous les vendeurs et que personne ne connaît, qu'on ne constate qu'après coup. C'est la question de dire, quand j'augmente mon prix de vente, c'est aussi la question sur les droits de douane d'ailleurs avec Trump. Quand j'augmente mon prix de vente, est-ce que ma demande des consommateurs baisse? Peut-être qu'elle ne baisse pas, peut-être qu'elle baisse un peu, peut-être qu'elle baisse beaucoup. Et donc l'élasticité, pour être précis en économie, c'est une division. On divise la variation des quantités
par la variation du prix. Et plus la variation des quantités est forte, plus on va dire que la demande est élastique, et moins la variation des quantités est forte, plus on va dire que la demande est rigide. L'exemple typique, par exemple, c'est l'énergie. La consommation d'énergie est assez peu sensible au prix parce qu'on a besoin de se chauffer l'hiver. Donc on va dire que la demande est inélastique. Ce qui n'est pas le cas, Oui. effectivement, puisqu'on peut se Voilà. tourner vers d'autres sources d'approvisionnement pour les vêtements. C'est ça que tu es en train de nous dire. Pareil, dans le cas des Voilà, vêtements. tout à fait. Et surtout, ne rien acheter. Parce qu'en fait, on Alors- est aussi rentré dans une pratique de consommation. Il faut le dire, même si ça fait vieux con de droite réac, c'est le cas. C'est terrible, quand même, C'est quand terrible. quelqu'un qui est né Ouais, sur oui. les bancs du marxisme. C'est Mais ça. bon, bref. C'est qu'on est rentré dans une folie de la consommation, du renouvellement, où, parce que les capitalistes, dans leur génie capitalistique, Ouais. ont rendu les habits beaucoup trop peu chers, on a pris l'habitude de les acheter et de les jeter, et cette habitude, elle n'est pas souhaitable, elle n'est pas soutenable. Alors, c'est l'autre sujet que je voulais Ouais. aborder, c'est que c'est effectivement, du coup, un sale coup, si j'ose dire, porté au pouvoir d'achat. En tout cas, c'est l'argument Clairement. Ah ben, le but, c'est ça. développé Voilà. par le patron de Chine, qui était d'ailleurs Oui. interviewé par le Parisien cette semaine, qui dit c'est une très mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Il a raison. Il a raison. D'ailleurs, il s'appelle Donald. Je ne sais pas si tu as vu, Donald, c'est drôle, oui, ça, il s'appelle absolument, tout à Donald fait. Chang ou Ouais, je sais pas quoi. exactement. Effectivement, il dit, mais il a raison. Le but, là, il ne faut pas se mentir, le but, c'est de réduire, alors pour le coup, les mots ont un sens, la possibilité, le pouvoir d'achat de ces trucs par les consommateurs. Et la sénatrice. Donc on peut dire effectivement, allons au bout du raisonnement, c'est une attitude que moi j'assume totalement, comme on dit D'accord. chez mes amis macronistes, c'est une attitude paternaliste de l'État qui dit Mais alors, du coup, on n'a rien je, à... je Oui. vous décourage de faire quelque chose parce que je pense que ça n'est pas bon pour la nature, ça n'est pas bon pour la société, et on pourrait dire, et j'aimerais bien que la gauche renoue avec ce genre de discours, ça n'est pas le genre de société, le genre de monde dans lequel nous voulons Mais vivre. on est plus sur une approche morale qu'économique, du coup. Totalement. Là, c'est totalement bon. La sénatrice, quand même, les Républicains de l'Oise, Sylvie Valente Lehir, la rapporteure du texte, a dit « Défendre la fast fashion au nom du pouvoir d'achat, c'est défendre la malbouffe au nom de l'accès à l'alimentation. Mm. » Est-ce que c'est une... Ben, c'est un très bon parallèle parce que là aussi, quand on propose de taxer le sucre, ou etc., on a de la même façon des vendeurs qui vous disent « Oui, mais vous allez pénaliser tout un tas de gens. » Et oui, effectivement, on doit, je pense vraiment, pour plein de raisons, j'en parle beaucoup ici, j'ai cette grande inquiétude sur la santé. Les avions, ça veut dire que quand il y a beaucoup trop d'avions dans le ciel déjà aujourd'hui, ce que ça veut dire, on le sait, c'est que, effectivement, le réchauffement climatique aura lieu. Évidemment, il est très largement inéluctable, je suis bien d'accord avec ça, mais ça n'empêche que plus il y a de pollution, moins bien on respire. Et que donc nous, quand nous tous, on a ces comportements de consommation, ça veut dire qu'on accroît très fortement le risque de maladies cardiovasculaires, de difficultés respiratoires de nos enfants, de nos petits-enfants. On a bien compris, donc, ça pose des problèmes, il faut les réguler. Ouais. Cette régulation peut avoir un impact efficace avec cette taxation. Certes, c'est une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat. Oui. Donc, nous tous, on va se tourner vers quel type de produit, du coup, avec une industrie textile qui a été complètement laminée aujourd'hui, qui n'existe plus. C'est-à-dire, ma question, c'est est-ce que, au-delà de tout ce discours, on peut avoir l'espoir de voir renaître une industrie textile digne de ce nom en France? Non. Parce que, donc ce que je veux dire par là, oui. Donc, en fait, les consommateurs n'auront que leurs yeux pour pleurer, si j'ose dire. Oui, c'est ça. D'accord. Non, alors, très sérieusement, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, de mon point de vue, des choses comme Chine ou Temu ne doivent pas exister, puisque les prix de vente, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les prix actuels? C'est que ça n'est pas possible que ces biens arrivent chez nous à ce prix-là et qu'ils aient été produits dans des conditions sociales acceptables. Ça n'est pas possible. Et donc, encore une fois, j'aime bien ce parallèle. Pour les médicaments, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, un laboratoire pharmaceutique, quand il vend un médicament qui ensuite va être remboursé ou pas par la sécurité sociale, il y a énormément de tests. Bon. Eh ben, on ne peut pas le faire dans l'économie mondiale, mais de la même façon, il devrait y avoir, avant que tu mettes quelque chose sur le marché, on devrait être sûr qu'il y a des conditions sociales minimales qui ont été respectées. Là, on est certain qu'elles ne sont pas respectées. Donc ce monde-là, il n'est pas souhaitable. On n'a pas envie que nos enfants vivent dans ce monde-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que justement, c'est le débat là entre le Parlement et le Sénat. Et là, il y a différents points de vue. Il y a notamment Julia Faure, qui est Dont on parlera. une entrepreneuse exceptionnelle qui fait en sorte de produire en France à des prix les plus accessibles possibles. Elle estime qu'il fallait aussi taper sur qui habille, parce qu'elle estime que, il y a des études qui le montrent d'ailleurs, ces enseignes détruisent plus d'emplois qu'elles n'en créent. Ils participent, Voilà. d'accord. Donc il ne faut peut-être pas aller jusque-là pour un plan social, mais sur un plan social, pardon, mais on
on doit pouvoir se passer des merdouilles chinoises. Mais on Ça, est bien c'est pas d'accord qu'il y a un piège, alors, Ouais. je pense notamment pour la gauche, mais pas seulement pour la gauche, pour la Non, droite, tout il à y a un fait. piège qui consiste à dire faut-il défendre le pouvoir d'achat et donc rendre accessibles ces produits au plus grand nombre, parce que c'est... Ou bien, au fond, défendre à la fois une vision de la société, peut-être du marché, mais donc au risque, donc encore une fois, de priver ses consommateurs. Mais moi, ma réponse... Donc c'est un piège c'est un piège. C'est un piège majeur. économique. Surtout vu la paupérisation, et ça renforce la nécessité absolue, parce que la solution au pouvoir d'achat, pour moi, il faut pas la chercher justement dans la consommation de merde, il faut la chercher dans deux directions. C'est d'abord, évidemment, des bons emplois pour plus de gens, et ça, on peut le faire. Et la deuxième chose, il y a des coûts artificiels dans l'économie, j'en ai déjà parlé, dans la santé, par une politique de prévention, dans le logement, par de la régulation de la construction. C'est ces coûts-là qui écrasent les gens. Et donc, c'est dans les domaines, en fait, hors consommation courante qu'il faut chercher la hausse du pouvoir d'achat et pas, effectivement, souhaiter une population comme aux États-Unis qui s'habille n'importe comment, qui bouffe de la merde parce qu'elle ne peut plus avoir accès qu'à ça. Ce n'est pas possible que ça soit notre avenir. On verra si, effectivement, on va suivre évidemment ce dossier et puis on verra bien si cette proposition va jusqu'au bout, avec dans quels termes, avec quels détails, et surtout suivre son efficacité. C'est ça. Que je trouve... mesurer notre petite élasticité. On va parler de Christine. Oui. Christine. La coiffeuse. Non. Pardon. Toujours bien coiffeuse. Christine Lagarde. La patronne de la Banque Centrale Européenne qui vient, alors pas Christine Lagarde en parler, mais la Banque Centrale Européenne qu'elle préside, a décidé donc d'abaisser son taux directeur à 2%, donc d'un quart de point. Oui. Et c'est quand même la 8e fois en un an. Et le commentaire de Christine Lagarde, c'est eh bien, c'est une façon de moins pénaliser l'économie. Ouais. C'est ça. Alors, je t'avoue que je me suis dit, je vais me tourner vers professeur Gilles pour nous expliquer ce qu'est un taux directeur, en quoi ça implique, ça a une conséquence sur nos vies quotidiennes, si je veux dire, enfin, on peut le dire comme ça. Cher Gilles. Alors, comme j'ai regardé Roland Garros, j'ai pas eu le temps de travailler. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? C'est la banque des banques. Donc, toi, par exemple, voilà, moi, on est client de la BNP, client de la Société Générale. Il faut savoir que ces banques, par la loi, sont obligées d'avoir un compte auprès de la Banque centrale. Alors, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire, qui est très tentante et qu'on fait des fois par souci de simplicité pédagogique, mais que je ne ferai pas. Ça n'est pas vrai de penser que les banques empruntent auprès de la Banque centrale, donc là, à 2%, et ensuite qu'elles nous prêtent à 4%. Ça ne marche pas comme ça. En fait, ça marche à l'inverse. Mais bon, le fait est que les taux d'intérêt décidés par la Banque centrale affectent le coût du crédit par ce que nous, on appelle les banques commerciales, quand tu vas prendre un prêt pour faire, par exemple, des travaux de rénovation dans ton immeuble. Alors, de quelle façon? Et donc, parce que, en gros, la différence entre les deux, c'est la marge des banques. Voilà. Et que donc, en fait, les banques, elles nous prêtent d'abord, et ensuite, elles se refinancent auprès de la Banque centrale. Donc elles nous prêtent de l'argent. Elles nous prêtent de l'argent, comme ça. Allez, 50 000 euros. Voilà. Et elles créent de l'argent. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que quand... voilà, on prend l'exemple d'un immeuble, il y a 1 million d'euros, la transition énergétique, gros immeuble. Cet immeuble va voir le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais lui dit, je vous donne, enfin je vous prête. 1 million d'euros. 1 million à mettons là à 5%. D'accord. Parce que quand même. Et donc, ce qui est marrant et ce qui devrait être enseigné à tout le monde au lycée, et là je suis très sérieux, c'est qu'à ce moment-là, le Crédit Lyonnais, il crée 1 million d'euros. Vous avez 1 million d'euros que vous allez dépenser, qui vont se retrouver dans l'économie réelle. Et donc, les banques créent de l'argent. Et on a une expression en économie qui dit les crédits font les dépôts. C'est-à-dire que quand la banque te prête, eh bien, tu as de l'argent sur ton compte et donc ça crée de l'argent. Alors, le lien avec la BCE maintenant. C'est que dans un deuxième temps, donc la banque... Le million d'euros. Le Crédit Lyonnais, voilà, il crée énormément de crédits et puis au bout d'un moment, ils ont besoin, plus ou moins, d'aller chercher du vrai argent. Et donc, ce vrai argent, ces billets, ils vont les chercher auprès de la Banque centrale. Ils vont donc se refinancer auprès de la Banque centrale. Et donc là, la Banque centrale va, de façon totalement autoritaire, elle fait absolument ce qu'elle veut, dire, eh bien, chers amis, maintenant c'est 2%. Il y a 10 ans, c'était 0%. Peut-être que dans 2 ans, ça sera encore 10%. Personne ne sait. Ça, il faut le savoir. La Banque centrale européenne, comme toutes les banques centrales du monde, fixe son taux d'intérêt au niveau qu'elle veut, n'importe de façon arbitraire. C'est le Conseil des gouverneurs, délibération secrète. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans, quand il y a eu la grande inflation en 2022-2023
Je n'étais pas du tout d'accord avec ces décisions, donc ils ne m'ont pas consulté. C'est curieux. C'est très bizarre. Tu étais peut-être en train de regarder Roland Garros. Oui, je ne sais pas, un petit problème de numéro de téléphone, sans doute. Et donc la Banque Centrale Européenne, qui à l'époque créait la spirale inflationniste, qui avait peur que les hausses de prix entraînent des hausses de salaire avec de nouvelles hausses de prix, etc., a très fortement augmenté ses taux d'intérêt, qui justement étaient à 2%, comme aujourd'hui. Elle les a portés jusqu'à 4, 4,5%. Et à l'époque, la Banque Centrale Européenne l'a très bien dit, le but, c'était de renchérir le coût du crédit, de baisser la possibilité pour les gens d'acheter des logements, ce qui a entraîné l'énorme crise du marché immobilier de 2023-2024, qui a brisé les projets de tout un tas de gens, qui a détruit des dizaines de milliers d'emplois dans ce secteur-là. L'idée, encore une fois, je répète, quand une banque centrale augmente ses taux d'intérêt, le but, c'est de renchérir le coût du crédit. D'envoyer un message. D'envoyer un message, mais qui est un peu comme une grosse baffe dans la gueule. Tu envoies un message, mais tu as aussi pris une baffe. Et du jour au lendemain, il y a eu plein de témoignages dans la presse. Des gens qui avaient un projet immobilier ont dû y renoncer. Et pour certains, définitivement. Surtout, les taux d'intérêt, ça pénalise les entreprises. Les entreprises, quand elles investissent, elles empruntent. Et elles sont très sensibles au niveau du taux d'intérêt. Donc, je répète pour une dernière fois, parce que ça me rend fou ce truc. Quand une banque centrale veut lutter contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, elle souhaite pénaliser l'activité économique et elle est sûre d'y arriver. Elle va refroidir. Oui, c'est ça, mais ça, c'est des images. Je sais. Mais voilà, ça a des conséquences très concrètes pour les gens. Tu as raison. Alors justement, là, si on te suit dans ton raisonnement, si j'ose dire, c'est a priori une bonne nouvelle. Les 2%, ça veut dire qu'elle envoie un message, même chose, pour dire, allez-y, refinancez-vous, chers banquiers, à des taux finalement assez bas. Et donc, du coup, en conséquence, prêtez à des taux bas. Mais là, les gens qui ont des projets immobiliers vont voir les taux baisser. Tous les taux vont baisser. Taux de crédit à la consommation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais est-ce que malgré tout, si elle le fait, c'est parce que de la même façon, elle n'anticipe pas quand même un ralentissement économique. Est-ce qu'on est que sur une bonne nouvelle ou est-ce qu'il n'y a pas un sous-jacent qui devrait nous inquiéter? On a tous lu hier le communiqué de la Banque Centrale Européenne. Beaucoup de publicité pendant le tennis, donc on a le temps de lire les textes de la BCE. Et effectivement, la BCE, c'est là le côté moins sympa, c'est qu'ils le font parce qu'ils anticipent une très faible croissance en Europe, une faible inflation aussi parce qu'ils regardent surtout l'inflation, mais parce que voilà, on sait que pour tout un tas de raisons, on ne va pas revenir dans les détails aujourd'hui. 1,1% l'an prochain de croissance. Et en France, beaucoup moins. En France, ça c'est pour la zone euro, hein. Mais pour la France, pour cette année 2025, en gros, il n'y a pas de croissance. On va avoir, à tonne. 0,6. Voilà. Donc effectivement, elle baisse le coût du crédit. Là, pour le coup, c'est le mécanisme inverse pour essayer de stimuler plutôt le crédit et la demande. Même question que pour la fast fashion, qui est une question sans doute un peu banale, mais est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut ça marche alors là, est-ce que ça peut limiter la casse ou relancer le moteur? Je ne sais pas quelle est l'image qui convient, mais... Et tout à fait. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le consensus économique, parce que le taux d'intérêt, c'est vraiment le truc qui nous excite le plus, nous, les économistes. Et comme tu l'as dit, un quart de point, ça fait la une de la presse. Enfin, voilà. Et donc, il y a plein de sondages permanents chez les experts pour savoir à quoi s'attendent les gens. Et donc, il y a un consensus sur la variation moyenne attendue. Donc là, la plupart des experts s'attendent à une, voire deux nouvelles baisses de taux d'intérêt décidées par la Banque Centrale Européenne tendanciellement d'ici la fin de l'année 2025. On est tendanciellement, mais tu réponds à ma question. Donc mon pari, je vais répondre. Donc mon pari, ça serait de dire que à la fin de l'année, on sera peut-être à 1,5 de taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne. C'est le moment de faire des affaires. Et donc voilà, c'est le moment. Oui, et bien sûr que ça marche. Quand un crédit immobilier, on le sait tous, quand tu achètes un logement, 0,1% de taux d'intérêt. C'est des dizaines de milliers d'euros sur un prêt à 20 à 25 ans. J'entends ce que tu dis, mais compte tenu de l'incertitude que porte la politique économique de Trump et qui domine quand même le marché économique mondial, est-ce que ça n'est pas un coup d'épée dans l'eau? C'est une très bonne question, Benjamin, et ça me permet de faire cette remarque qu'une des très grandes chances qu'on a, contrairement aux gens qui habitent aux États-Unis, c'est que quand tu prends un prêt immobilier aujourd'hui en France, c'est à taux fixe. Et donc, c'est pour ça que la baisse des taux est très efficace. Parce que si aujourd'hui, mettons que je me débrouille bien avec mon banquier, mettons j'ai un prêt immobilier à 3% sur 25 ans. Ces 3% ne bougeront jamais. Et donc ça veut dire que s'il y a un retour d'inflation plus tard, en fait c'est la banque qui va y perdre. Qui devra assumer, amortir la perte. Et donc ça, la très très grande chance qu'on a en France, c'est d'avoir des taux d'intérêt à long terme totalement Parce que ce n'est pas le cas ailleurs. Non. Ah bon?
aux États-Unis, au Royaume-Uni, l'immense majorité des prêts immobiliers sont à taux variable. C'est une des explications de la crise de 2008. Oh là là, Et donc les mensualités des gens peuvent changer du simple au double. C'est complètement fou. C'est un monde de malade mental. Oui. Et comment, pardon, excuse-moi, c'est une parenthèse, parce que du coup, ça, tu piques ma curiosité. Et comment expliquer cette différence d'approche des deux? C'est quoi? C'est culture anglo-saxonne et culture. Voilà, c'est ça, mais en fait, les Allemands, les Allemands aussi sont. Je ne sais pas pour les Allemands. D'accord. Ça m'intéresse pas. mais en fait, c'est une question d'habitude et de pratique. C'est-à-dire que de la même façon que pour nous, c'est évident que le taux est fixe, de même pour les Américains, c'est évident que Oui, je comprends. le taux est variable. Ils ont intégré ça Voilà, dans ils ont leur intégré façon. ça. Pourquoi est-ce que les banques. Mais donc, proposent, parce que la façon dont tu le présentes, tu sembles montrer l'avantage que nous avons dans ce modèle. Mais visiblement, leur modèle a aussi leur avantage, visiblement. Tout à fait. Mais donc, parce que c'est une idée que je développe de plus en plus dans mes petites réflexions, c'est qu'en économie, on en a déjà parlé, il y a des arguments très très forts sur la flexibilité des prix. C'est très important que les prix fluctuent à la hausse et à la baisse pour informer les acteurs économiques. Bon, bah alors. Mais il y a aussi des gains psychologiques et donc économiques très importants, la fixité des prix. Ah, la stabilité. Et là, je pense que pour les gens ordinaires, de même qu'avoir, pareil aux États-Unis, les salaires fluctuent beaucoup plus d'un mois sur l'autre. Nous, pour tout un tas de raisons, les salaires sont lissés. Ouais. Ton salaire ne dépend pas, même dans la plupart des entreprises, ton salaire ne va pas fluctuer avec les ventes du mois. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de la flexibilité ou de la stabilité? C'est ça. Et là, je pense que pour la plupart des gens, c'est assez établi que la stabilité des remboursements d'emprunts est une bonne chose. Je pense que ça pourra, c'est une intuition personnelle, mais ça pourrait te valoir le prochain prix Nobel d'économie. C'est le mois d'octobre approche, c'est ça. Je suis en train de réviser mon suédois. N'hésitez pas à voter pour Gilles R. C'est ça. On se quitte pas sans notre courrier du cœur, bien sûr. Alors, c'est pas des questions, mais c'est quand même des messages, entre guillemets, d'indignation, ou du moins qui... Agressif, violent. Non, pas du tout. Mais Dominique Galland nous dit, je voudrais juste rebondir sur les soi-disant avantages offerts aux agriculteurs, certainement au syndicat FNSEA, parce que tu avais dit que les agriculteurs profitaient largement des subsides européennes. Voilà, mais je n'en profite pas, dit Dominique Galland, et vu le nombre de suicides, je pense que vous devriez vous informer sur la situation des agriculteurs. Évidemment on fait un peu d'humour. Ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que clairement, sans doute aujourd'hui, la profession des agriculteurs que je salue, notamment ceux qui nous écoutent dans leur tracteur et qui nous ont félicité la dernière fois pour la qualité du son. Et donc, je pense à eux. C'est clairement la profession dont la rémunération horaire est la plus faible de toutes, de très loin. Donc ça, c'est complètement dingue. Plus la dépendance à la météo, la contrainte quand on s'occupe de bêtes, etc. Donc, voilà. Je précise que de façon très sérieuse, là aussi, et c'est drôle, ça fait le lien avec le truc d'avant, j'ai toujours pensé, et même Emmanuel Macron l'avait dit d'ailleurs, que c'est vraiment un secteur dans lequel la fixité des prix, ça marche. C'est-à-dire que la crise du lait, on a des témoignages d'agriculteurs qui nous disent, moi, si on m'achetait mon lait 5 centimes le litre de plus, ça changerait ma vie. Si le lait coûtait 5 centimes de plus, ça ne changerait pas la vie de 80% des consommateurs. Donc il faut, évidemment, je pense, fixer les prix d'achat de biens pour les agriculteurs. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, de façon structurelle, c'est comme les petits colis chinois, on a cette contradiction avec la mondialisation et avec l'Union européenne. C'est-à-dire que le libre-échange nous empêche de mener des politiques écologiques ou sociales intelligentes. Et donc, c'est pour ça que les agriculteurs sont aidés. En fait, les aides des agriculteurs, c'est pour découle de cette contradiction entre le libre-échange, y compris européen, c'est que ma fixité de prix d'achat, elle ne peut pas fonctionner si elle s'applique aussi au lait qui a été fait en Pologne. Ça ne marche pas. Dernier point, parce qu'effectivement, j'ai vu plusieurs messages, je vois, et ça c'est intéressant, qu'il y a une contestation grandissante au sein de la FNSEA qui aujourd'hui est dirigée par un agro-industriel, qui n'est pas du tout un agriculteur, qui ne prétend pas être un agriculteur, qui est un monsieur extrêmement riche, qui gère des grandes entreprises, qui transforment de la nourriture. Et donc, effectivement, là aussi on est sérieux, il y a plein d'adhérents qui adhèrent à la FNSEA parce que c'est un syndicat puissant, parce que ça leur permet d'avoir des aides, mais qui en fait ne sont pas d'accord avec la ligne du syndicat. Et là, c'est plus un problème de sociologie politique, de comment faire bouger les choses de l'intérieur en votant pour d'autres syndicats ou pas. Yann Le Breton, la semaine dernière, nous avions abordé le sujet de l'aide à la fin de vie. Oui. Et on expliquait qu'effectivement, des études montraient, notamment canadiennes, montraient qu'en fin de vie, ça vous allait faire engendrer des économies de santé.
Donc, on avait abordé ce point-là. Et Yann Le Breton nous dit il n'y a pas plus ultra-libéral que ce discours sur la fin de vie, lamentable pour un économiste qui se prétend de gauche. Bim. Parler de sacrifice de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est démagogique parce que tu disais, au fond, ça permet peut-être de dégager des fonds peut-être pour la jeunesse. C'est oublier les générations de jeunes envoyés dans le passé sur les champs de bataille. Voilà. Yann Le Breton. Non, mais ça, moi, je maintiens ça. Il se trouve que je vis ça comme, en étant enseignant à l'université. Il y a énormément de travaux, c'est archi connu en sociologie, en économie. On ne sait pas pourquoi. La France, mais depuis très très longtemps, a un problème avec ses enfants, a un problème avec sa jeunesse. Je donne un exemple tout bête. Moi, quand j'étais jeune père, j'allais souvent chez McDo, parce que chez McDo, il y a des tables à langer. Voilà. Il y a combien de restaurants en France où il y a des tables à langer? Quand je suis allé au milieu des années 90, il y a 30 ans, voyager en Europe du Nord, il y avait dans les trains des wagons avec des jouets et des jeux pour les enfants. Il n'y en a pas en France. Voilà. On peut multiplier les exemples. Tu veux dire que c'est un pays qui n'est pas tourné vers sa jeunesse. C'est qu'en fait, nous, la France, on est un pays égalitaire dans un sens très particulier. C'est qu'on est très fort pour la personne moyenne en bonne santé adulte. Mais en France, on l'a très bien vu aussi avec, par exemple, les personnes en situation de handicap. On le voit bien à Paris, dans les grandes villes. Il y a énormément de trottoirs qui sont simplement même pas assez larges pour passer dans les fauteuils roulants. Le réseau de transport en public en France, les bus à entrée surbaissée, il y en a encore très très peu en France. Encore une fois, dans les pays nordiques, tous les bus sont comme ça, mais depuis toujours. Et donc, en tout cas, d'accord. Et par rapport à ce sujet, le fait est que nos enfants, notre jeunesse sont très maltraités en France. C'est vrai aussi pour les personnes en situation de dépendance en fin de vie, mais le fait est qu'aujourd'hui, voilà, ça a été dit et redit, les jeunes vivent beaucoup. Le taux de pauvreté, soyons clairs, le taux de pauvreté des jeunes est le double de celui des vieux. Voilà. Il faudra qu'on en reparle. On finit par le conseil investissement ou la news insolite? La news insolite. La news insolite, elle nous vient du Rafale. Si je vous dis Rafale, Inde, vente. Tata. J'adore Tata. J'adore ce nom. Monsieur Tata, non mais c'est vrai. Monsieur Tata, incroyable industriel indien, qui s'est fait tout seul. S'est fait tout seul, Tata. Ouais. Tata s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul, Monsieur Tata. Tata Motors. Quand j'étais allé en Inde, tu vois marquer ça partout. C'est des voitures, des camions. Le mec est richissime. Et donc, c'est lui maintenant qui va faire le fuselage des Rafales. Alors, il faut repréciser le contexte. Dassault Aviation a vendu combien de Rafales à l'État indien? Et dans le contrat qu'ils ont signé, il y avait une partie qu'on va dire de cession, enfin pas de cession, mais fabrication. Une obligation c'est ça, locale. Et donc c'est Tata Industries qui va s'occuper du fuselage. Et donc, c'est ça. Et donc là, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi ça t'intéressait à plusieurs titres. D'abord parce qu'ils vont faire le fuselage des Rafales vendus à l'Inde, mais aussi des Rafales vendus à d'autres pays. Donc c'est un vrai développement. Ça nous rappelle aussi qu'on parle beaucoup de la Chine ici, et que derrière il y a l'Inde, et que l'Inde effectivement connaît, qui est un pays absolument atroce par ailleurs sur le plan politique, mais qui sur le plan économique connaît un très très fort développement, qui s'industrialise, qui se modernise. Donc c'est une fierté pour eux d'avoir ce niveau de technologie. C'est aussi, on refait la même erreur qu'avec la Chine. C'est-à-dire que tu redoutes qu'ils pompent notre... c'est pas que je le redoute, c'est que c'est le but, c'est du transfert de technologie. C'est eux qui vont faire le fuselage sur place, donc évidemment qu'ils sauront le faire après, une fois qu'ils le feront plus pour Dassault. Mais est-ce que c'est pas les règles ensuite, ils vont faire des avions, ils vont nous attaquer. Non mais Gilles, est-ce que c'est pas les règles simplement du libre-échange? Enfin, ça fait pas... Si, mais le libre-échange, je n'aime pas beaucoup. Et le dernier point, c'est pour rappeler que justement par rapport à cette question du libre-échange, là aussi on est très gêné en économie, dans la presse, dans les cours, dans les manuels, par les frontières nationales. Et je voudrais juste simplement rappeler que ce qui compte, on le voit avec le textile, on voit avec l'aviation, c'est pareil dans l'industrie automobile aussi qui va très mal en Europe. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qui est produit où. Et que donc, en fait, le Rafale, je m'en fiche qu'il soit français, ça n'est pas le cas, mais mettons qu'il soit entièrement construit en Inde, c'est un avion indien. De même, encore une fois, que moi, ma voiture, soi-disant française, elle est faite en Roumanie, donc elle est roumaine. Et je trouve qu'on est très gêné aussi dans les discussions autour de Trump, etc. Quand on parle d'entreprise française, mettons qu'une entreprise française fasse tout à l'étranger, on s'en fiche qu'elle soit française. Et ce qui compte pour les habitants de France, c'est qu'est-ce qui est produit en France. Et c'est la grande interrogation qu'on a, c'est qu'on voit bien qu'on produit de moins en moins de choses et que ça a toutes les conséquences qu'on connaît. Allez, en avant, sinon ça va faire 4 quarts d'heure. Le 4-4, le 4 quarts d'heure. On finit par ton conseil investissement. Donc, je pense que grâce à Gilles, vous êtes désormais richissime, les chips, les plantes médicinales, je ne sais plus quel conseil investissement. Aujourd'hui, Gilles nous réserve... alors, j'ai l'impression que c'est moins un conseil investissement qu'un coup de cœur, en fait. C'est ça. T'es tombé amoureux.
Ah, je tombe facilement amoureux. J'aime beaucoup Julia Fort, ouais, que j'ai eu la chance de Alors, rencontrer. explique-nous qui est Julia Fort. Et c'est Julia vrai que Fort, ça... c'est la PDG de Loom, qui est Ouais. une marque de vêtements faite en France. Et je l'avais rencontrée lors d'un reportage que j'avais fait quand j'étais journaliste à la station F. Ouais. Et elle a fait un débat, justement, la semaine dernière sur France Inter avec la fameuse sénatrice de l'Oise. Et je trouve c'est une personne remarquable, Donc, elle Julia, fabrique quoi, Julia? parce que déjà, elle fait des choses. Oui. Contrairement à moi, par exemple, elle s'est lancée comme entrepreneuse et elle essaye de tout concilier. C'est-à-dire qu'on a commencé notre discussion en disant c'est compliqué, on n'arrive pas, hein, collectivement, individuellement, c'est très dur d'articuler le social, l'écologique et l'économique. Et ben elle, c'est le cœur de sa vie. Et donc, non seulement elle le fait à titre individuel, elle le fait dans son qu'est-ce qu'elle entreprise. fait? Elle fait des habits, pardon. Des Tu habits. aurais dû commencer par ça. Donc, Elle nous permet de nous habiller. voilà. Et c'est quoi tout C'est ça. la tête aux pieds? Ben, la gamme est évidemment limitée, évidemment, D'accord. c'est pas à 5 euros, Donc- mais je veux dire pour les gens qui ont un peu d'argent. Donc, deux conseils de placement. Investissez sur Donc, les pauvres, produits achetez, de Loom. achetez du Loom, et les pauvres, achetez-vous des aiguilles à tricoter, puis faites-vous vos habits vous-même. En plus, ça vous détendra devant la télé, ça sera parfait. C'est ça. Je vois déjà le tombereau. Ben oui, Mais c'est cadeau. do it yourself. Non, C'est mais il y a un cadeau. moment, voilà, c'est ça. Ou Merci. alors, faites comme moi, vous mettez... Toujours la même t-shirt depuis 6 mois. Ce jean, je pense que ça fait 10 ans que je l'ai. Donc, voilà, Mais voilà, tu es indémodable, mon cher c'est Gilles. ça. Merci à toi, Gilles. Merci toi, à vous de Benjamin. nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon double, triple quart d'heure. Voilà, C'est pour nous. Et encore une c'est fois, ça. venez à la Maison de l'Île-de-France Et la pour cette conférence. conférence Voilà, du 11 juin, encore C'est une ça. fois, de 19h à 21h, la santé. sur la santé. Conférence participative, donc vous pourrez même, les bêtises que je dis là, vous pourrez les dire vous-même. Ouais, et les relayer. Merci Et à vous de je nous pense avoir qu'il y aura suivis. des chips même, je crois, non? C'est vous qui avez des chips. Et des plantes médicinales. C'est ça. Merci à vous et à la Merci, semaine les amis. prochaine pour un nouvel épisode.